Bonjour amis traders, comment allez-vous? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Ibrahim Chauvin. Aujourd'hui nous allons parler de l'ESMA, de la régulation de l'ESMA. Un an après, nous avons des statistiques sur lesquelles nous allons pouvoir en parler. On se retrouve juste après l'intro, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, on va la décomposer en trois parties. Premièrement, nous allons réexpliquer qu'est-ce que le SMA. Deuxièmement, je vais vous donner les statistiques. Qu'est-ce qui s'est passé un an après chez les courtiers en termes de traders perdants, traders gagnants et ainsi de suite. Et en troisième partie, sur Facebook, sur ma page, je vous ai proposé de voter, de donner votre avis sur le SMA. Je vais prendre quelques commentaires et puis on va essayer d'un petit peu d'en parler, de faire un débat. L'idée ici, c'est pas de uniquement donner mon avis, mais c'est de vous faire aussi participer pour savoir si vraiment, effectivement, le SMA, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, quels sont les contournements que beaucoup de traders ont dû faire pour quitter le SMA, notamment aller chez des courtiers chypriotes, des courtiers australiens. On va en parler tout de suite. Pour commencer déjà, il faut savoir que le SMA, petit rappel, le SMA, c'était une réduction énorme des effets de levier. Effectivement, à l'époque, on avait des effets de levier qui allaient jusqu'à 500, voire jusqu'à 1000 même pour certains courtiers. Mais maintenant, à cause ou grâce à l'ESMA, selon votre vision des choses, sur les paires de Forex majeures, nous sommes descendus de 1 à 30 et sur les indices, nous sommes passés de 1 à 20. Donc effectivement, on a déjà un écart énorme, on a une réduction énorme des effets de levier. Alors pourquoi dans un premier temps? Eh bien, c'était la volonté de l'ESMA de réduire le risque parce que beaucoup de traders particuliers investissent énormément de leurs capitaux dès le début et crament leur compte assez rapidement. Le paradoxe, c'est que est-ce que réellement on peut ne plus cramer de compte avec cet effet de réduction des effets de levier? Bien sûr que non. Quelqu'un qui veut risquer toujours va pouvoir le faire, notamment en investissant toujours plus de pourcentage de leur position. Avec le SMA, 1 sur 20, sur les indices, j'avais calculé qu'on était à peu près entre 3 et 5% de risque maximum sur sa position lorsqu'on veut intervenir sur les marchés financiers. Maintenant, bien sûr, si on veut cramer son capital, il suffira juste de faire 10 positions, 20 positions d'affilée perdantes jusqu'à vraiment épuiser son solde disponible. La marge aussi a été énormément augmentée via le SMA. La marge nécessaire, c'est quoi? C'est le solde disponible bloqué sur mon compte pour pouvoir prendre une position. Imaginons, j'ai un DAX à 12 000 euros et je veux en fait prendre une position à 1 euro le point. Eh bien, la marge nécessaire sur mon capital pour prendre une position à 1 euro le point va être aux alentours de 600 euros. Contrairement à une certaine époque, donc l'année dernière, où c'était quasiment 10 fois moins, donc forcément on pouvait prendre beaucoup plus de risques. Alors encore une fois, est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est une mauvaise chose? C'est ce qu'on va voir maintenant sur les statistiques. Sur les statistiques de cette régulation de l'ESMA, on a certaines données qui viennent, on va dire, contredire les choses, mais en même temps montrer que effectivement l'effet de levier, ça peut apporter des bonnes choses. Alors, beaucoup de personnes s'attendaient à voir une réduction énorme du nombre de traders perdants, mais évidemment, il faut quand même rester réaliste. On ne pourra jamais avoir 50% de traders gagnants dans l'ensemble. Il faut toujours avoir une contrepartie, donc il y aura toujours forcément plus de perdants. Alors, qu'est-ce que c'est cette statistique? Eh bien, cette statistique-là, elle a répertorié donc 35 courtiers sur lesquels nous avons comparé entre 2018 et 2019, donc un an après le SMA, le nombre de traders gagnants et le nombre de traders perdants. On en fait un pourcentage et on essaie de voir un petit peu l'évolution déjà sur chaque courtier, mais surtout de moyenne. Alors, pour commencer déjà, donc merci à brokerforex.fr d'avoir fait cet article. Je ne sais pas qui est l'auteur, est-ce que c'est Climax ici l'illustrateur? En tout cas voilà, on a un article, je vous mettrai bien sûr le lien dans la description. Ces brokers-là, donc parmi la liste des 35 brokers, nous avons les brokers principaux, on a ActiveTrade, on a FXCM, on a IG, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Pepperstone, Saxo Bank, on a XM Market, XTB et ainsi de suite. On va prendre par exemple le courtier Admiral Market pour commencer. 20% de traders rentables en 2018, 24% de traders rentables maintenant en 2019. Statistique intéressante. On peut prendre par exemple FXCM, 20% de traders rentables en 2018, 26,4% de traders rentables en 2019. Alors, c'est une bonne statistique, certes, c'est une évolution positive, ça fait que un an, donc on a quand même assez peu de recul à mon avis, mais on a déjà des évolutions. Alors bien évidemment, c'est pas le cas pour tout le monde. On peut prendre par exemple IG Group qui a finalement stagné, 21% de traders rentables en 2018, 21% de traders rentables en 2019. On pourra prendre aussi XTB, 18%, 21% aujourd'hui, XM Market 30,6% à une époque et maintenant 28,6%, donc il a régressé un petit peu. Bref, on a
a beaucoup de statistiques là-dessus. Si on prend maintenant la statistique moyenne, c'est ça qui nous intéresse le plus, parmi la liste de tous ces courtiers, en sachant que parmi ces courtiers-là, il y en a un HYCM qui est passé donc de 15% de rentabilité à 0%. Ils ont dû certainement délocaliser leurs clients. Eh bien, nous sommes donc d'une moyenne de 76,5% de traders rentables en 2018. Premier point déjà qu'on peut regarder avec ces statistiques, c'est que toutes les vidéos que vous regardez sur YouTube qui vous disent oui, 95% des traders particuliers sont perdants sur les marchés financiers et ainsi de suite, 80, 90%, ainsi de suite, sont fausses. Regardez la statistique, 76,5% perdent en bourse, ce qui nous fait 23,5% qui sont rentables. Alors bien évidemment, la statistique n'est pas assez poussée, il faudrait maintenant se poser la question de à quelle hauteur ces 23,5% de traders sont rentables. Est-ce que c'est neutre? Est-ce qu'ils stagnent? Ou est-ce qu'ils sont gagnants? Est-ce qu'ils gagnent leur vie? Et ainsi de suite. Ça c'est beaucoup trop difficile à faire en termes de statistiques, mais on voit quand même encore une fois que 76,5 c'est la statistique de 2018. Et bien maintenant, cette statistique, on le voit, a reculé un petit peu, puisque actuellement nous sommes à 74,9. Nous avons quand même grignoté 1-2% sur la moyenne, ce qui est déjà une statistique encourageante. L'article en fait fait penser qu'on aurait pu s'attendre à une baisse plus importante des statistiques. Moi personnellement, je trouve que c'est quand même une bonne chose. Certes, c'est seulement 2%, mais encore une fois, combien de clients sont chez ces brokers? Lorsqu'on compte IG par exemple, c'est beaucoup plus qu'1 million de clients. Lorsqu'on compte FXCM, c'est peut-être plus de 500 000, plus d'1 million de clients. Donc à partir de ce moment-là, c'est sûr que sur des millions d'échantillons chez tous ces courtiers-là, donc les 35 fois je sais pas combien de clients, eh bien forcément on ne peut pas non plus avoir un net recul de passer de 76,5 à 55, 60, 70. C'est normal qu'on ait un an seulement après, eh bien forcément une légère diminution. Moi je trouve honnêtement que cette diminution-là est assez importante et elle est assez encourageante. Ça nous montre bien que l'effet de levier peut énormément peser sur beaucoup d'opérateurs, sur beaucoup de traders particuliers. Dans cette statistique-là, bien évidemment, eh bien, et c'est ça le point noir qui a été donné dans cet article, c'est que le problème, le désavantage de cette solution, de cette ESMA qui réduit les effets de levier, c'est que beaucoup de traders indépendants ont délocalisé de courtiers, ont été chez des courtiers australiens. Et cette statistique-là ne répertorie pas eh bien, le passage de 1 des comptes experts et de 2 eh bien, des comptes australiens, des comptes avec des effets de levier démesurés. Tous les courtiers que vous voyez là proposent des effets de levier ESMA, donc réduits à 30 et 20. La conséquence directe donc de cette réduction d'effets de levier, bien évidemment, c'est que beaucoup de traders indépendants sont partis vers des courtiers chypriotes, des courtiers aux Bahamas, des courtiers en Australie, ainsi de suite, qui eux proposent des leviers à 500. Alors encore une fois, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Il y a quand même plusieurs avis partagés. Oui, ça peut être une bonne chose dans le sens où si on n'a pas un assez grand capital et on souhaite prendre plusieurs positions simultanées, on va être désavantagé grâce à la régulation de l'ESMA. Mais de l'autre, si on veut juste prendre plus de risques sur ces positions, eh bien clairement, ce n'est pas une bonne chose. Sur Facebook, donc je vous ai dit, je vous ai proposé un sondage. Le voici. Donc cela fait 1 an que la régulation de l'ESMA est rentrée en vigueur chez la plupart de nos courtiers CFD. Dans le cadre d'une vidéo que je vais vous tourner, celle-ci, j'aimerais avoir vos avis. L'ESMA, est-ce que c'est une bonne chose? Votez et donnez-moi votre avis en dessous dans les commentaires. Il y a eu donc 211 votes de votre part. 64% estimaient que c'est une bonne chose, 36% estimaient que c'est une mauvaise. J'ai pris donc quelques-uns de vos commentaires et on va pouvoir les lire ensemble. Alors, Thierry Blanchard qui nous dit « Je pense que c'est une bonne chose d'essayer de protéger les aspirants traders malgré eux, les obliger à avoir davantage de capital, de prendre moins de risques et le début du chemin vers le succès. Certains le comprendront, d'autres non, certains dureront, d'autres non. Cela n'a absolument rien changé pour moi, car je suis de toute façon très loin du levier max imposé par le SMA. » C'est un commentaire assez intéressant et on voit que c'est une personne qui a déjà un peu d'expérience sur les marchés financiers. C'est vrai que lorsqu'on est débutant et lorsqu'on veut commencer sur les marchés financiers, se dire tiens je suis réduit en termes d'exposition, c'est difficile. Moi personnellement quand j'ai commencé à trader, donc il y a 7 ans maintenant, j'ai directement attaqué sur 90% d'exposition sur mon capital. Alors bien évidemment j'ai craché mon compte, mais c'est comme ça que j'ai appris. Donc on a d'un côté le fait qu'effectivement oui, c'est une bonne chose pour les débutants parce que ça va les protéger, mais de l'autre, en faisant des erreurs, on apprend. Donc est-ce que ce n'est pas finalement contre-productif dès le départ d'apprendre? Ou alors c'est une bonne chose, le débutant va se dire tiens, pourquoi on m'interdit de prendre du risque? Et il va essayer de réfléchir par rapport à ça. Vous savez très bien que on est très gourmand en tant que trader, en débutant lorsqu'on ne connaît pas un petit peu le milieu, et on a forcément envie de prendre du risque parce qu'on a forcément envie d'avoir des positions
plus importante, des gains plus conséquents. Deuxième réponse, cela permet, donc de Alexis, cela permet de sécuriser les comptes de tout type et permet de choisir un type d'investissement sur long terme, ce qui permet d'avoir toujours en tête de faire des bénéfices, même minimalistes qu'ils soient. C'est intéressant aussi comme réponse. Troisième commentaire de la part de John. Le reproche que l'on peut faire à la décision de l'ESMA, c'est que en voulant empêcher les débutants de se cramer trop vite, elle les pousse sans le vouloir vers des brokers chypriotes ou hors UE. On le disait à l'instant, hein, il le dit aussi, Australie par exemple. Car eux ne font pas la régulation sur les leviers, du coup on les pousse inconsciemment vers le mal. Etienne pose la question de pourquoi, quel est le mal finalement, et John répond une nouvelle fois, ouvre des comptes chez les courtiers chypriotes, tu dois vite comprendre. Il fait référence notamment à l'utilisation d'effets de levier et au fait que nous soyons tous humains et que nous voulons prendre toujours plus de risques que nécessaire. La réponse est intéressante effectivement de la part de John, c'est exactement ce dont on parlait il y a quelques minutes. C'est vrai que cette régulation pousse les traders indépendants vers des courtiers hors UE, notamment en Australie. Par exemple, on peut citer le courtier Vantage FX qui encore eux vous permettent de prendre des levées de 500. Donc ça va être ça le problème principal, c'est que oui on interdit, c'est une bonne chose, moi mon avis personnel c'est une bonne chose, ça permet de faire de la prévention sur le risque, ça permet de réduire l'effet de levier pour prendre conscience que l'effet de levier n'est pas une bonne chose, mais à côté, malheureusement, ça les pousse à aller chez d'autres courtiers. Maintenant, cette régulation, dans tous les cas, qu'elle soit présente ou pas, si vous voulez, eh bien, si on veut aller chercher des leviers de 500, on les aura. C'est pas très grave. Les leviers, on peut les avoir. Il y a même des courtiers qui vous proposent des leviers jusqu'à 1000. C'est pour vous dire à quel point on a quand même de la demande. Si ça existe, c'est parce qu'on a de la demande. La vraie question maintenant à se poser par rapport aux effets de levier, c'est est-ce que c'est une bonne chose finalement? Je vais vous donner mon avis et tout simplement non. Les effets de levier peuvent par moment être une bonne chose lorsque vous avez un capital réduit et vous êtes obligé d'utiliser ces effets de levier là pour pouvoir intervenir sur les marchés financiers, mais lorsque vous avez un capital nécessaire qui vous permet d'intervenir sans effet de levier, eh bien il ne faut pas l'utiliser. Pourquoi? Parce que utiliser des effets de levier forcément va vous exposer plus sur les marchés financiers et donc va forcément vous causer des pertes plus importantes. Le but d'un trader indépendant, c'est de survivre et c'est de continuer à gagner sur du long terme. Quel intérêt de gagner beaucoup d'argent sur du court terme et de perdre le mois d'après la totalité de son capital? L'effet de levier, à mon sens, doit être extrêmement régulé. Alors pas régulé dans le sens où il faut l'imposer, je pense que l'idée, c'est plutôt d'éduquer les traders indépendants. À mon sens, ça sert à rien de réduire autant les effets de levier comme a fait le SMA. Je pense qu'avec un effet de levier, par exemple, de 50, on aurait déjà tout été aussi contents chacun de notre côté. Je pense qu'il y a un juste milieu à choisir. 50, pour moi, me paraît idéal. Ça vous permet de prendre un peu de risque, mais sans trop en abuser. C'est pas non plus 500 en effet de levier, mais c'est surtout l'idée d'éduquer. Le SMA, c'est vrai qu'ils avaient une bonne ambition, c'était encore une fois de réduire ces effets de levier-là pour protéger les traders particuliers. Beaucoup se sont dit oui, c'est n'importe quoi, ceci, cela, mais encore une fois, c'est une protection. Maintenant, à mon sens, oui, on peut protéger les traders indépendants, mais la partie la plus importante, c'est l'éducation. Si on dit à un trader indépendant, tu n'as plus le droit de prendre des risques de plus de 5%, sans lui expliquer pourquoi, malheureusement, il va pas comprendre. Et lui, il va être plus sensible à aller chercher donc des courtiers qui leur proposent 10 fois plus de risques, 20 fois plus de risques, et ainsi de suite, parce qu'il se dit, moi, j'ai pas envie de me laisser brider, que lui dire, ok, tu peux utiliser des effets de levier jusqu'à par exemple 50, mais voilà ce qui peut se passer statistiquement si tu utilises plus de 500. Et ce travail d'éducation, il est extrêmement important parce qu'encore une fois, le problème, et ça c'est complètement humain, c'est qu'au lieu d'expliquer pourquoi on devrait éviter de prendre du risque, on nous force, on nous prive en fait de liberté, même si c'est pour une bonne chose. Et bien la personne qui est privée de liberté n'a pas forcément conscience de ces choses tant qu'elle n'est pas assez éduquée, et ça on le retrouve dans à peu près tout et n'importe quoi dans la vie. Voilà un petit peu pour cette vidéo sur le SMA, n'hésitez pas à votre tour à partager votre avis juste en bas dans les commentaires. Pour vous, est-ce que le SMA c'est une bonne chose, est-ce que c'est une mauvaise chose? Les choses devraient changer à partir du 1er octobre 2019, puisqu'à chaque fois ils prolongent cette régulation de 3 mois. On va bien voir qu'est-ce qui va se passer au 1er octobre, est-ce qu'ils vont reprolonger de 3 mois ou est-ce qu'ils vont ajuster les effets leviers? Ils peuvent très bien se dire ok, ça n'a pas marché, on retourne à des leviers de 500, ou alors ok, le SMA a été encourageant en termes de résultats, mais on va peut-être lever jusqu'à 50, 100, peu importe, on verra tout cela et on fera une nouvelle vidéo pour en parler. Très très bonne journée à tous, passez de bons trades et à très bientôt, ciao ciao.